On m'entend bien là? Bonsoir à tous, bienvenue à Pêche Rouge, merci d'être venus. Pour vous, je ne sais pas si vous connaissez tous Pêche Rouge, pas forcément. On est sur la commune de Gruissant, c'est une unité expérimentale de l'INRAE. Alors l'INRAE c'est après l'INRA, donc maintenant c'est l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Nos thématiques au niveau national, on est 12 000 agents, on est répartis sur l'ensemble de la France. Et ici à Pêche Rouge, c'est un lieu qui est dédié à l'expérimentation en viticulture et en œnologie. Donc on a des parcelles de vignes, un chai expérimental, un laboratoire d'analyse. Ça on vous en parlera un petit peu plus tard, tout à l'heure, dans la table ronde. Ce soir, c'est une soirée alors un peu multiple. Soirée sous les étoiles, ce sera pour la fin, avec une projection avec Maud. Une soirée découverte, où on va parler un petit peu, et puis une soirée vigneronne, où les femmes et le vin sont mises à l'honneur. Alors, quelle était la genèse un peu de la soirée? Ça a commencé il y a un an, quand Cédric de Cinémode et puis Sandrine de la mairie de Gruissant sont venus vers nous. Donc c'était juillet de l'année dernière, en nous disant voilà, on a le film La Dégustation qu'on peut projeter en avant-première. On a pensé à vous là, Pêche Rouge, on dit ok, pourquoi pas. On avait 120 personnes l'année dernière, c'était fin août, ça s'est très bien passé et du coup on a envie de recommencer. En janvier, là, Cédric est revenu vers moi en me disant cette année là, j'ai la possibilité d'avoir le film documentaire Vigneronne en avant-première. Et sur ce sujet Vigneronne, j'ai pensé au livre de Jean-Louis Escudier, que j'avais commencé à lire il y a quelques années, que j'ai fini de lire du coup. Non mais je commence plusieurs livres et puis je les finis au fur et à mesure. Les livres d'histoire, ça prend du temps à être. Et donc sur cette idée, voilà, Mina qui a accepté de faire la table ronde, d'animer la table ronde un petit peu au dernier moment. Il y a eu quelques rebondissements, en tout cas que je te remercie d'avoir pris la main sur l'organisation. Et donc on a convié différentes intervenantes. Donc juste quelques mots sur la soirée. De maintenant jusqu'à 20h, on va avoir un temps de table ronde sur la place des femmes dans les métiers de la vigne et du vin. Ensuite, on aura un temps de dégustation et de restauration qui se passera plutôt, alors la dégustation à l'intérieur, puis la restauration sur ma droite. Et puis on reviendra sur la fin de soirée avec une projection en plein air. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je passe la parole à Mina. Merci Nicolas, bonsoir à tous, vraiment c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis Mina du service communication d'INRAE et je vais vous servir de petit guide d'animateur pour cette soirée. Donc avec nous sur le thème des femmes dans la filière vigne et vin, plusieurs orateurs et je vais les laisser se présenter. On va laisser Tiffaine arriver. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous présenter les uns après les autres, s'il vous plaît? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors bonjour, enchantée. Je m'appelle Cécile Leborgne. Je suis chercheuse. Je suis ingénieure de recherche ici à Pêche Rouge. Et je travaille en chimie analytique sur le vin et le raisin avec mes collègues ici à Pêche Rouge. Et je fais aussi partie de l'association Femmes et Sciences qui vise à promouvoir le rôle des femmes dans les sciences. Bonsoir, Annie-Françoise Crouzet, maître sommelier de l'Union de la sommellerie française et consultante en accord mets et vins et je me balade dans le monde entier et je reste souvent à Narbonne et je remercie Gruissant de me recevoir. Bonsoir, Gwenaëlle Lepage, je suis la directrice du lycée Charlemagne, lycée agricole Charlemagne qui a pour pôle de compétences la viticulture sur l'Aude. Bonsoir, je m'appelle Françoise Frissan-Le Calvès, je suis vigneronne. En Minervois, Château-Couperose, et je suis aussi membre de l'association Vinifille. C'est une association de femmes du vin de Languedoc-Roussillon, qui est elle-même membre de l'association des femmes du vin au niveau national.
Jean-Louis Escudier, dont je représente à cette table ronde la moitié de l'humanité, puisque je suis le seul homme. À part ça, je suis chercheur au CNRS en économie et j'ai développé un programme de recherche en économie historique sur les rapports de genre en viticulture. Bonjour, Tiffaine Thibert, je suis sommelière de métier, caviste sur Narbonne, mais aussi formatrice dans le vin. Donc voilà, je fais pas mal de diverses activités autour du vin, de l'œnotourisme également. Et donc voilà, je représente aussi une partie de la branche vin à travers la sommellerie, mais à travers aussi les conseils et ceux que vous allez trouver quand vous cherchez du vin au quotidien. Voilà. Alors, un petit rappel quand même sur le vin, la fabrication du vin, parce que on est vraiment tous des consommateurs, c'est quand même un mets hautement symbolique. La règle du jeu pour ce soir, ça va être une discussion à bâton rompu entre les orateurs, mais également avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir. Si vous le souhaitez, vous levez la main et Nicolas se fera un plaisir de faire circuler le micro. L'idée étant vraiment qu'il se passe une rencontre entre vous, entre nous, et qu'on passe un bon moment ensemble avant la dégustation pour de vrai du vin et des animations qui vont se tenir dans la salle derrière vous. Il y a un jeu, un quiz avec des lots très intéressants à gagner. Donc je vous encourage vraiment à tenter votre chance avant 22h puisqu'il sera nuit et que là on pourra vraiment bénéficier de la nuit pour pouvoir regarder en plein air le film Vigneronne qui est réalisé par Guillaume Baudin. Donc comment est-ce qu'on fabrique le vin en fait ? Parce que ça a l'air d'être quelque chose qu'on a dans notre quotidien, mais au final, c'est quelque chose de bien plus compliqué que ça n'en a l'air. Alors, le vin, ce n'est pas... D'abord, je ne dirais pas qu'on le fabrique, je dirais qu'on le fait. Des mots, des fois, le choix des mots est parfois important, mais le vin, ça commence à la vigne. Avant tout, c'est d'abord cultiver un sol, cultiver un terroir, prendre soin d'un cépage, c'est-à-dire une variété de raisins qui soit blanc, rouge, et on en a beaucoup. En France, nous en avons énormément, et dans le bassin, dans le Languedoc-Roussillon, on en a aussi beaucoup qui ont été oubliés parce que, pour des raisons économiques, pour des raisons au cours de l'histoire, en fait. Il ne faut pas oublier que le bassin méditerranéen a été une zone de passage importante et que la vigne est apparue en France en moins 500 à peu près avant Jésus-Christ, implantée par les Grecs et ensuite cultivée un peu de façon plus intense par les Romains. Donc toujours est-il que la qualité du raisin, la qualité du vin commence à la vigne et suivant la façon que l'on a de travailler son sol, de travailler ses vignes, le soin que l'on y met, on y met des produits chimiques, on n'en met pas, on fait de l'agriculture biologique, on n'en fait pas, eh bien on aura des raisins qui auront des goûts différents. On aura des raisins qui auront, je dirais, du goût, mais ça je suis peut-être pas objective parce que nous on est à l'agriculture biologique et c'est un choix que l'on a fait. Un choix technique que l'on a fait. Moi, dont je m'aperçois, c'est que quand on cultive nos vignes et on prend soin de notre raisin, on met plutôt des tisanes que des produits chimiques, et du coup, le goût du raisin est totalement différent. Ensuite, on ramasse ce raisin, alors on le ramasse soit manuellement, soit à la machine, et puis on va l'amener dans la cave. Et là, c'est un peu compliqué d'expliquer ce que c'est parce que je ne voudrais pas être trop technique vu que c'est compliqué quand même. Mais c'est juste que, sachez que c'est un travail que l'on fait une fois par an. C'est pas beaucoup. Moi, dans ma vie, 35 ans de vinification, ça veut dire que j'ai fait 35 fois la même chose. Dans une vie, c'est peu. Et chaque année, on remet en question, on se remet en cause, on remet tout en question sur le travail que l'on fait, sur la qualité du raisin, sur la qualité du vin, comment on veut faire le vin. On fait des blancs, on fait des rosés, on fait des rouges, on fait des vins nature, on fait des vins sans sulfite, on fait plein de choses parce qu'on est aussi prié de s'adapter au marché, prié de s'adapter à la demande, et la demande évolue. On ne fait plus les vins, on ne boit plus les vins que l'on boit maintenant. Par rapport à 35 ans, quand je me suis installée, quand j'ai repris les vignes, c'était totalement différent. Les goûts étaient différents, les attentes des consommateurs étaient différentes. C'est-à-dire qu'il faut savoir, être à l'écoute de la demande, il faut évoluer avec le temps et entendre ce que les gens veulent et puis voir ce qu'on peut proposer.
Donc en fait, on voit qu'il y a la partie sol, plantes, viticulture, où là, on cultive différents cépages, cépages de vin. Ensuite, il y a les vendanges, il y a la vinification dans les chais. Donc ça, c'est des métiers différents. Si je peux me permettre, en caricaturant vraiment beaucoup, c'est vrai qu'en fait on oublie que effectivement le vin ça se fait à 90% dans la vigne et c'est vrai qu'on cultive le raisin, ok, c'est chouette, mais en fonction du lien qu'il a avec son terroir, il va avoir effectivement un goût très différent, ça je suis complètement d'accord avec Françoise. Et puis ensuite, si on doit vraiment grossièrement schématiser, effectivement on le coupe, on l'amène, on l'encuve, on le laisse macérer ou non avec ses peaux. Donc si on le laisse macérer forcément avec un raisin noir, ça va devenir un vin rouge. Si on le laisse macérer avec un raisin blanc, ça va devenir un vin orange. Et puis si on le presse directement, on va faire un rosé ou on va faire un blanc. Et puis on va laisser donc la fermentation alcoolique, puis la fermentation malolactique dont on ne parle pas souvent, mais qui est une étape cruciale pour la stabilisation du vin. Et puis très rapidement derrière, on va devoir l'élever en cuve ou en amphore ou en fût de chêne, selon ce qu'on a envie d'en faire. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on a l'impression quand on achète du vin que c'est quelque chose de commun, de facile, que ça augmente toujours. Ah ouais, c'est vrai, ça augmente toujours. Mais en fait, on oublie que le vin, c'est 2 ans de la vie de quelqu'un. Donc 2 ans de la vie de Françoise, par exemple, dans ses bouteilles. Et ça, c'est quand même assez énorme. Ensuite, c'est bien sûr, comme je vous le disais, c'est vraiment la transmission du sol au raisin. Et ça, c'est aussi assez énorme, en fait. Parce que c'est pas comme... on ne pense pas, mais on pourrait aussi l'adapter sur les pommiers, sur les poires, pour les cidres et les poirées. Mais en fait, le vin, il a vraiment cette dimension-là, où il faut prendre soin de son raisin, mais de son sol d'abord. Parce que sinon, ça a bon goût, effectivement, mais ça nous fait pas vibrer. Et je pense que c'est important de vibrer quand on goûte du vin. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment différents métiers et que les femmes ont dû aussi conquérir ces différents métiers dans la filière vigne-vin du coup. Donc vous, Françoise, c'est plutôt le métier version exploitante. Donc comment est-ce que vous êtes devenue une exploitante ? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de votre parcours ? Je suis devenue exploitante en 1987. C'était à la suite de mes parents qui eux-mêmes le tenaient de... C'était ma mère, c'était une lignée maternelle quand même. Et voilà, c'est 400 ans que c'est dans ma famille. Et moi, j'ai repris l'exploitation. Je suis ingénieur agroalimentaire, œnologue, plus d'autres choses. Et à 18 ans, j'avais dit à mon père, jamais je m'occuperai des vignes, jamais je viendrai m'occuper du domaine, tu ne compte pas sur moi. Bon. Eh bien, en fait, je l'ai fait. Il m'a proposé de le faire, je l'ai fait. Et ce que je tiens à dire, c'est que mon père était breton. Et je pense que c'est un élément important parce que s'il avait été du Sud, s'il avait été un languedocien, je ne suis pas sûre qu'il m'ait demandé de m'occuper des vignes. Bon. C'est une parenthèse, mais quand je vois des fois le comportement masculin viticole, je le crois fortement. En tout cas, j'ai repris ce domaine. Au tout début, on me dit mais qu'est-ce que vous allez faire vous occuper d'un domaine alors que vous êtes ingénieur, vous pourrez travailler dans plein d'autres sociétés, d'autres structures, vous gagneriez bien votre vie, qu'est-ce que vous allez vous embêter à faire ça ? Parce que j'étais ingénieur, parce que j'étais une femme et que j'étais célibataire. J'avais 3 handicaps. Ça, c'était dramatique. Bon, j'ai laissé dire, j'ai laissé faire, c'est pas bien grave, et puis j'ai continué mon chemin et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai repris le domaine, on a doublé les vignes et puis même, voilà. Alors, je continuerai après. Est-ce que vous savez combien de femmes exploitantes il y a par rapport aux hommes exploitantes de domaine en fait ? Non, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en 87, j'étais, je dirais pas la seule parce que c'est prétentieux, mais en tout cas, j'en connaissais pas beaucoup, qui étaient chef d'exploitation. Je précise chef d'exploitation. Le statut chef d'exploitation, ça veut dire que c'est vous qui êtes propriétaire des vignes, qui exploitez, qui faites tout et vous êtes responsable à 100% de tout. Vous n'êtes pas femme d'exploitant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Prends le micro. Les femmes représentent 12% des chefs d'exploitation en France. Voilà.
C'est juste pour donner les chiffres. 12, donc, alors justement, Il y a un petit biais là, statistique, parce qu'en fait, il se trouve que pour avoir la retraite, les maris, quand ils sont plus âgés, passent des fois l'exploitation sur le nom de la femme, et ça gonfle les statistiques au niveau des âges à partir de 55 ans jusqu'à 65. Ça gonfle les... Oui, voilà, en fait, ça donne l'apparence que... Mais en fait, il y a ce côté transfert pour que l'homme puisse recevoir la retraite d'exploitant. Il y a ce passage sur le nom de l'épouse. alors, En conclusion, ça veut dire qu'il y a moins de 12%. Parce que les 12%, c'est les chiffres de la MSA de cette année. Donc c'est actuel. Mais du coup, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont évolué ou pas dans le statut des femmes dans la filière vigne et vin, Jean-Louis, parce que de ce que je crois comprendre, elles sont quand même minoritaires, mais de plus en plus nombreuses, de plus en plus visibles aussi dans la filière vigne et vin, avec une sensibilité, peut-être une finesse dans leur conception de ce que c'est qu'un bon vin, qui est peut-être un peu en rupture par rapport à ce qu'on avait avant comme vision de la production ou de la fabrication du vin. Donc en fait, comment c'était avant? Puisque votre travail, ça a été quand même un peu d'étudier cette évolution. Oui, moi, effectivement, dire en quelques minutes, 10 ans de recherche, c'est un sacré challenge. Bon, disons que moi, je me suis intéressé à l'évolution de la viticulture depuis, en gros, 1850, ce qu'on appelle la viticulture moderne, avec l'apparition des premières crises de l'oïdium, puis du mildiou, du phylloxéra, et donc de ce qu'on appelle la viticulture moderne. Et qui devient en Languedoc une monoviticulture, mais je me suis intéressé à l'ensemble des terroirs français, non pas simplement dans une approche du Languedoc. Et donc l'idée, c'était de voir un peu les rapports de genre et leur évolution, les grandes ruptures, les continuités que l'on pouvait identifier au travers de cette filière vitivinicole. Donc ce qui est frappant, c'est moi j'ai travaillé donc sur les statuts différents des statuts des propriétaires, donc des hommes propriétaires, des femmes propriétaires, de l'exploitant qui est parfois le propriétaire, parfois il y a des phénomènes de métayage et de fermage, donc d'exploitant et d'exploitante, le statut de femme d'exploitant, Françoise y faisait référence, c'est que récemment, enfin à partir de 1980, qu'on commence à reconnaître un statut à la femme d'exploitant. Jusque-là, elle était sans profession, comme on disait. Et le statut de salarié. Voilà les différents statuts. Et ce qui ressort un peu de mes travaux de recherche, c'est qu'il y a des phénomènes discriminatoires très nets qui se sont amoindris avec le temps, incontestablement, même s'il reste encore des portes à enfoncer. Mais enfin, ça s'est amoindri. Mais les discriminations sont différentes pour les exploitantes que pour les salariés. L'exploitante, quand finalement, c'était Françoise vient d'y faire référence à propos de sa propre famille. C'est le père, généralement, quand il y avait une fratrie avec un garçon, qui décidait que c'était le garçon qui prendrait la suite de la propriété. S'il y avait plusieurs garçons, on discutait, voire on partageait, mais les filles, à la limite, elles avaient une dot, elles partaient avec de l'argent liquide. Bon, elles avaient un droit à la succession, mais elles n'étaient pas destinées à être exploitantes. Il n'y avait que dans les cas que les sociologues appellent le garçon manquant, que la fille était appelée à prendre une succession. Mais souvent, ça c'était vécu comme quelque chose de entre guillemets anormal, ou en tout cas inhabituel, et de temporaire. Donc il y avait l'idée que la fille devait se marier et que c'était le gendre qui allait prendre possession. On parlait de venir en gendre dans les familles autrefois. Donc c'était un statut intermédiaire, et c'était pas c'était dans la sphère familiale que la discrimination se faisait déjà. Elle se faisait par le choix du père, le choix qu'on dirait aujourd'hui patriarcal. Elle se faisait aussi avec l'alibi de la non-formation. Les filles n'étant pas envoyées dans les écoles d'agriculture, mais dans des écoles de ménagères, ce qu'on appelait d'enseignement agricole ménager, en fait qui avait tout de ménager mais rien d'agricole,
pour l'avoir travaillé même sur les programmes et sur les concours de ces écoles-là, même en pleine zone viticole, on ne leur parlait pas de la vigne, tout au plus ce qu'on appelait les raisins bons, les raisins de table, les raisins pour faire qu'on mettait dans l'alcool, mais ils étaient totalement exclus du savoir viticole. Donc évidemment, si la fille qui aurait eu quelque appétence pour être exploitante, très vite on lui disait « mais toi tu n'y connais rien ». Donc effectivement, elle avait ce barrage au niveau de la famille. Pour les salariés, c'est un processus complètement différent. Les salariés, c'était le salaire, comme aujourd'hui, mais dans des proportions bien plus fortes. La norme de rémunération jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle le demi-salaire, le demi-prix du salaire féminin. C'est-à-dire que la femme était payée à moitié prix du salarié le moins payé, de l'homme le moins payé, c'est-à-dire du journalier, du brassier, du manœuvre, de l'homme sans qualification. Et ça va perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça va s'amoindrir à partir, ce sera 80%, puis après il y aura les conventions collectives qui vont obliger à réduire ça, et surtout le SMIC en 1950, qui va obliger à ce que, ça c'est jamais trop suffisamment dit, c'est le SMIC, c'est pas le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui était... le texte dit c'est pour les salariés de l'un et l'autre sexe. Alors ça, c'est vraiment une révolution. Ça veut dire que les femmes vont être payées comme l'homme le moins payé. Mais bon, c'était un progrès considérable. Donc voilà d'où on vient, si vous voulez, pour les salariés. Donc il y avait un barrage au sein de la famille pour les exploitantes, un barrage pour les filles. Alors pour les salariés aussi, la formation n'était pas plus envoyée aux écoles, aux vraies écoles agricoles et viticoles que les exploitantes. Donc elles faisaient continue, à mon sens, pour certaines, à faire certains travaux de manière intermittente pendant l'année. Donc, elles étaient assignées à la sphère domestique, mais en même temps, elles servaient à rendre un coup de main, comme on disait, pendant les travaux de vendange, pendant les travaux de printemps, etc. Pardon. Oui, bon, j'aurai un témoignage qui sera beaucoup moins historique que Jean-Louis, mais plutôt actuel. Moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand j'achète du vin, eh bien, il y a de plus en plus de bouteilles où, fort heureusement, et merci, les vigneronnes avec leurs compagnons vignerons sont reconnus et mettent leur nom sur la bouteille. Mais il y a encore beaucoup trop de fois sur salon où, quand une vigneronne présente son vin, on lui dit « Oh, vous faites les papiers, l'administratif ? Ah, c'est monsieur qui fait, non ?» Et ça, c'est encore très actuel puisque je l'ai vécu, puisque j'ai bossé sur un domaine viticole et qu'encore une fois on me disait « Oh mais vous avez les ongles propres, mademoiselle !» Ah oui, donc forcément ça veut dire que je n'ai pas travaillé la terre et que je ne suis pas allée au chai. Donc ça c'est encore quand même bien d'actualité. L'autre point que je soulève, c'est qu'on parle des femmes chefs d'exploitation, mais on ne parle pas souvent du fait que, enfin Jean-Louis en a parlé un petit peu, mais il y avait toujours des femmes derrière, d'ailleurs on dit toujours, il y a toujours derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Hein. Mais en l'occurrence, il y avait toujours des femmes qui aidaient à la vigne ou aidaient même au chai, ou aider en tout cas sur le domaine, mais peu étaient reconnus. Et moi encore, il y a quelques années, quand je suis arrivée dans le Languedoc, que j'ai travaillé donc sur le domaine de mon compagnon, à cette époque-là, on s'est demandé comment on allait faire puisque je n'avais pas de statut. Parce que le statut d'aide familiale, il était à peine reconnu et en tout cas, il ne me donnait pas le droit à cotisation et pas le droit à valoriser le travail que j'ai appris. Et notamment, ça on pourrait rebondir peut-être avec Guénaël, mais en l'occurrence, moi aujourd'hui, j'ai voulu faire une VAE pour prouver que j'avais eu et acquis des connaissances en œnologie puisque j'ai fait 2 vinifications grâce à cette expérience et j'ai travaillé tout un cycle de vigne donc à la culture, à la vigne. Et en fait, c'est très compliqué de reconnaître finalement la femme et de reconnaître son statut alors qu'elle est toujours là pour épauler et elle n'a pas vraiment donc ni de salaire parce que parfois c'est simplement un problème de manque de revenus. C'est déjà difficile de dégager un salaire pour l'exploitant principal. Donc on ne sait pas quoi lui donner. Voilà. Et en fait finalement elle travaille mais en fait c'est pas trop reconnu. Elle ne cotise pas au chômage. Elle ne fait voilà. Et ça c'est quand même assez dramatique encore aujourd'hui. Bon, il y a quand même clairement une discrimination historique qui existe. Je peux. Oui, bien sûr. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas oublier l'histoire des femmes au cours des siècles.
1791, c'est Olympe de Gouges qui propose une déclaration où on reconnaît le droit de la femme, enfin que les droits de la femme sont égaux à ceux des hommes. Ça, ce n'est pas entériné. Par contre, le Code Napoléon, 1804, là, lui, qui est entériné, qui existe toujours, il dit que la femme est toujours subordonnée à l'homme. Ça, c'est l'histoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus effacer, enfin, on subit les conséquences et tout ce qui s'est passé au cours des ans, des siècles. Donc, c'est pour ça que les choses ne sont pas toujours faciles. Le droit des femmes d'avoir un compte en banque et de dépenser l'argent comme elle veut, d'avoir un métier sans demander l'autorisation au mari, c'est juillet 1965. C'est pas vieux quand même. Ça veut dire qu'au préalable, auparavant, il fallait demander l'autorisation au mari de prendre de l'argent, de travailler, des choses comme ça. Moi, je veux citer un témoignage de ma famille. Je vous disais que tout à l'heure que mes grands-parents étaient vignerons, ils étaient dans le village de La Connette. 1939, mon grand-père est mobilisé, il part à la guerre, comme tous les hommes, il est mobilisé, je ne sais plus, c'était au mois d'août, un truc comme ça, au juillet-août, le 2 septembre. Voilà, bon, je ne me rappelais pas. Donc, il part à la guerre. N'empêche que il fallait assurer la récolte, il n'y avait plus d'hommes. Et c'est ma grand-mère qui, elle, a toujours été élevée, bonne bourgeoise, et qui allait à l'église, qui avait toujours... elle n'était pas du tout destinée à s'occuper des vignes de la terre et autres. N'empêche qu'elle l'a fait. Elle s'est occupée des vignes, elle s'est occupée de la vinification, elle s'est occupée de ramasser le raisin avec ses parents qui étaient âgés. Elle s'est occupée de tout ça. C'est-à-dire qu'elle l'a fait. Et même si, après, quand l'homme est rentré, elle a repris sa place. N'empêche que... Heureusement que les femmes ont assuré ces rôles-là. Et la guerre de 14-18, c'était pareil. Les femmes, quand les hommes sont tous partis au front, les femmes étaient là. Et nous, on hérite de ces situations. Alors, nous avons de la chance parce que, quand même, les mouvements féministes sont importants et que petit à petit, on grignote de plus en plus de droits. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas imaginer que le droit de la femme vigneronne, il va être différent du droit des femmes de la vie civile. Je veux dire, les choses sont liées. Et l'éducation a quand même un grand rôle sur la réduction des disparités entre les hommes et les femmes, Guénaëlle. Oui, alors ça a un grand rôle dans cette réduction des inégalités, mais c'est une longue histoire, parce qu'en fait, l'enseignement agricole date de 1848. Et en fait, quand on regarde l'histoire de l'enseignement agricole dans l'Aude, il calque complètement avec les grandes étapes de cet enseignement agricole national, puisque en fait, l'enseignement agricole, c'est un souhait de l'État d'intervenir l'État prend conscience que les paysans, à l'époque, les agriculteurs, doivent être formés dans un contexte très particulier qui est celui de la révolution industrielle. Et on va être confronté à une augmentation massive, alors moins massive que dans d'autres pays européens en France, mais il n'empêche que quand même on a une forte augmentation de la population. Il va falloir nourrir cette population et on a une qualité agronomique, une qualité de rendement, des surfaces insuffisantes pour justement faire face. Et on a des famines. Or, le modèle anglais montre qu'il y a du potentiel, à la fois dans la rotation des cultures, dans l'utilisation des déchets animaux, dans la déforestation et la mise en place de surfaces plus importantes. Et du coup, on va ancrer la notion de formation, de technique, à travers des premières lois qui datent de 1848, donc qui préexistent aux lois de Jules Ferry et de l'instruction, et du ministère de l'Instruction nationale. Et ça, c'est important parce que, en fait, quand on travaille sur l'enseignement agricole, on s'aperçoit que l'enseignement agricole colle complètement à ces grandes phases historiques. Donc 1848, c'est la mise en place des fermes-écoles. Et la première ferme-école qui a existé, eh bien, c'est Charlemagne. À l'époque, elle n'était pas sur Carcassonne, elle était sur Bellepasse, sur le domaine de Bellepasse, puisque ces fermes-écoles, le principe, c'était on a une donation, un domaine qui est donné, et l'État met en face les instructeurs, les instituteurs, les formateurs. Voilà, grosso modo, c'était l'idée. Ça n'a pas bien fonctionné. Ça n'a pas bien fonctionné. Et l'idée aussi, c'était d'avoir un premier institut de formation des instituteurs. Voilà, et des professeurs
qui vont devoir du coup aller dans ces écoles. Ça n'a pas bien fonctionné parce que 1848, c'est le début de la Deuxième République. Il fallait ancrer aussi les paysans dans l'esprit républicain, puisqu'on sortait de la monarchie, on sortait d'une période de monarchie, donc il y avait ce phénomène-là. Et puis vient le Second Empire. Et le Second Empire va un petit peu mettre à mal ces idées, mais on va commencer à avoir cette idée d'instruire le monde rural et le monde agricole. Filles comme garçons. D'abord les garçons. Évidemment, comme disait Françoise, comme disait Jean-Louis, que les garçons. Puisqu'il faut attendre la fin du 19e siècle pour voir émerger ce qu'on a appelé les écoles ménagères ambulantes. Avant même qu'elles soient inscrites dans un espace, dans un lieu dédié, on va avoir un phénomène d'itinérance d'écoles pour pouvoir aller au plus près de ces jeunes femmes à former, à minima, pour aider à la ferme. En fait, l'idée, c'était ça. Et on va les trouver effectivement dans des secteurs qui vont être en lien avec l'hygiène, avec la tenue de la basse-cour, avec un minima d'économie, on va dire, de budget. Des choses qui vont être du coup complémentaires de l'activité viticole, de la production. Et du coup, on va les retrouver seulement, ces écoles ménagères qui vont donc permettre d'éduquer, de former ces jeunes femmes. Elles vont commencer à se développer après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que le phénomène que décrivait Françoise tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les femmes étaient présentes dans les champs, dans les usines, pour pallier l'absence des hommes, eh bien, c'est pareil, on a pris conscience qu'il fallait les éduquer, les former. Et il y avait aussi un deuxième phénomène qui date de l'entre-deux-guerres, c'est un phénomène qui va commencer à s'amplifier, c'est le phénomène d'exode rural. C'est-à-dire qu'en éduquant les femmes, en faisant en sorte que ces épouses deviennent des mères, aussi qu'elles aient des enfants, qu'il y ait une lignée qui continue dans les espaces ruraux, on allait maintenir l'agriculture qui, dans certains espaces, en particulier les espaces montagnards, commençait vraiment à souffrir. On souffrait déjà au 19e, mais on continuait à amplifier le phénomène d'exode rural dans ces espaces-là. Donc voilà, on est dans des grands temps comme ça, et à cette époque-là, eh bien, la ferme-école de Charlemagne va devenir l'école d'agriculture, qui est l'ancien nom du lycée Charlemagne, et il va déménager effectivement du côté de Carcassonne. Et il va déménager sur les terres qui s'appellent le lieu-dit de Charlemagne, d'où son nom. Voilà, tout simplement. Mais on a pas encore de femmes dans cette école. Cette école, à l'époque, elle est essentiellement sur de l'agriculture classique, polyculture élevage, de la vigne, parce qu'on a déjà un territoire bien évidemment très très marqué, et voilà, c'est l'identité du terroir d'ici. Mais on n'a pas de femmes, ou très peu de femmes. Et à partir de quand, justement, on va voir des écoles, des écolières dans ces établissements? Après, effectivement, dans les années 20, vont arriver ce qu'on appelle les écoles ménagères. La première école ménagère, c'est Saint-Laurent de la Cabrerie, qui va former sur des formations soins à la personne, service à la personne, plutôt donc qu'on retrouve toujours d'ailleurs dans les profils aujourd'hui dans l'enseignement agricole. On a toujours cette différence très forte, c'est-à-dire qu'on part d'une statistique. Aujourd'hui, les femmes et les jeunes filles formées dans l'enseignement agricole, c'est 40%, 60% de garçons. On part de loin, donc on se dirait, c'est pas mal. Sauf que lorsqu'on regarde dans les secteurs dans lesquels sont formées ces jeunes femmes, on a un déterminisme très fort. C'est-à-dire qu'on va les retrouver dans ce qu'on appelle les formations du soin, du care, du tertiaire, du service à la personne en particulier, et peu dans les formations techniques, dans les formations machinisme, dans les formations viticoles. C'est encore, je regardais les statistiques, moi je regardais sur le lycée, on a très peu de jeunes femmes encore dans les formations, que ce soit niveau bac pro, que ce soit niveau BTS. On est encore dans un rapport très, et là je suis gentille, de 1 tiers pour 2 tiers. Voilà. Et aujourd'hui, comment ça se passe alors maintenant dans les établissements, les lycées agricoles? Alors aujourd'hui, c'est différent parce que depuis les lois Pisani de 60, depuis les lois Rocard de 1984, on a ce qu'on appelle les 3 voies de formation qui se font au sein des établissements publics des lycées agricoles. La voie de l'apprentissage qui s'est beaucoup développée, et en particulier dans l'agriculture, depuis les années 30. C'est une marque identitaire de l'enseignement agricole. On a la formation continue
la formation pour adultes, avec justement la mise en place de la VAE, qui va permettre justement de valider par l'acquis de l'expérience le contenu. Et souvent, évidemment, ce sont les compétences professionnelles qui vont permettre d'obtenir le diplôme. Et puis, on a la formation scolaire classique, lycée, qui va permettre à chaque jeune de faire en fonction de sa maturité, de son projet, et puis aussi de son vécu familial. Parce qu'aujourd'hui, les lycées agricoles ne forment plus des agriculteurs. En grande majorité, en fait, on est juste le miroir de la société actuelle, puisque les agriculteurs, c'est 3% de la société et de la population active aujourd'hui, alors qu'ils étaient 40% jusque dans l'entre-deux-guerres. Donc aujourd'hui, ce que l'on forme, ce sont des jeunes qui sont imprégnés de valeurs liées à l'environnement, de biodiversité, qui veulent travailler sur la gestion de l'eau, qui veulent travailler sur la gestion des sols, qui veulent travailler sur la qualité agronomique, sur l'érosion. Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'enseignement agricole, le lycée Charlemagne, sert à travers, par exemple, son domaine, son caveau, de support pédagogique pour travailler sur toutes ces dimensions. Et on a fait le choix de le passer en agriculture biologique 100%. Donc depuis cette année, on est 100% agriculture biologique, justement pour que nos jeunes puissent travailler sur une préservation et soient en adéquation avec les valeurs du ministère, puisque ça fait partie aussi, nous, des directives que nous avons de notre ministère. Voilà. Merci Guénaëlle. Donc on voit que la formation fait aussi partie des leviers nécessaires pour réduire les disparités entre hommes et femmes. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Est-ce que vous souhaitez partager une anecdote familiale ou avez-vous des questions particulières pour l'un des intervenants de la table ronde? Donc nous continuons. Donc au-delà. On peut peut-être proposer à Kyun de nous parler de son métier. Alors, justement, là, on va aborder les autres métiers. On va quitter un petit peu les parcelles et les vignes. Les autres métiers qu'il y a dans la filière vigne et vin et sur lesquels les femmes ont aussi assuré une conquête tout au long de l'année. Eh bien, quels sont-ils? Il y a les métiers d'œnologie, les métiers de sommellerie, comme on dit, et les métiers de caviste. Donc, moi, je vous propose d'abord de peut-être commencer par l'œnologie, puisque de ce que j'ai appris et compris, puisque moi-même, je ne suis pas du tout une spécialiste de la filière, j'ai compris que ça pouvait commencer dans les chais, et vous allez me dire si je me trompe. Et qu'est-ce qui se passe dans les chais au niveau des stades de vinification? Peut-être, voilà, un petit mot. Et je crois qu'on a une œnologue parmi nous. Voilà, si vous voulez après prendre le micro pour compléter. Vas-y. Eh bien, dans les chais, on est... En quoi ça consiste en fait? Qu'est-ce qui se passe dans les chais? On est attentif à suivre l'évolution du raisin. L'évolution du raisin, ça veut dire que vous prenez un jus il n'y a que du sucre, et ce jus doit être transformé en un produit, en vin, où il n'y a pas du tout de sucre, où il y a de l'alcool. Tout ce processus de transformation du sucre en alcool, c'est la fermentation alcoolique. Elle est gérée par des levures, des Saccharomyces cerevisiae, pour être plus précis. Et le travail que l'on a quand on fait le vin, c'est de contrôler par des méthodes principalement physiques, c'est-à-dire de contrôle de température, et puis du travail que l'on fait sur les cuves. On va vérifier que la transformation du sucre se fait bien, qu'il n'y a pas de déviation, qu'il n'y a pas de problème, et que petit à petit, jour après jour, la quantité de sucre diminue pour ne plus exister à un moment donné, pour ne plus du tout... Enfin, il n'y a plus du tout de sucre quand le vin est fini, il n'y a plus de sucre. Et il y a la première fermentation qui est finie, c'est la fermentation alcoolique. S'enchaîne ensuite la deuxième fermentation, qui est la fermentation malolactique, et qui est une fermentation liée à des bactéries, et ce sont des bactéries qui transforment un acide malique en acide lactique. Voilà. Et une fois que ces deux fermentations sont passées, on est sûr d'avoir un vin qui est stable, qui ne risque pas de repartir en fermentation, qui ne va pas présenter de défauts. Bon. Et puis bien évidemment, c'est le contrôle, c'est un contrôle quotidien, journalier, des fois bijournalier. Si vous voulez, la vie du vigneron s'arrête au moment des vendanges, et pendant toutes les vendanges, on ne fait que ça. On est dans la cave et on contrôle systématiquement tout ce processus
Et une fois que le vin est terminé, eh bien, il est soutiré, c'est-à-dire qu'on va séparer des parties solides des parties liquides, et puis on va le mettre soit dans des cuves, soit dans des barriques, en général. Des amphores, on fait des fermentations en amphores, mais le processus reste le même. Donc, est-ce que... Oui. J'ai juste, je voulais demander à Françoise, parce que moi j'ai pas assez de recul là-dessus, mais on n'a pas parlé de la pénibilité en fait. Donc la pénibilité de l'attention au quotidien et du contrôle, c'est énorme parce qu'en fait on dort pas, ça il faut le dire. Mais il y a aussi une pénibilité physique quand on ramène les raisins au chai et quand on fait toutes ces manipulations, que ce soit le soutirage dont on parlait, que ce soit le pigeage, que ce soit simplement dégrapper, que ce soit simplement de porter des petites caissettes et de les mettre dans la cuve. Et je pense que peut-être que Françoise a plus d'anecdotes à nous donner là-dessus par rapport à ce qui a évolué, parce que je pense qu'il y a 35 ans, on ne devait pas avoir les mêmes outils que maintenant pour faire du vin. Quand j'ai repris la cave, c'était une cave qui était à l'image de mon père. Mon père, il faisait 1m90, 90 kg, c'est-à-dire pas du tout moins. Et j'ai dû m'adapter. J'ai commencé à travailler, bien évidemment, dans ces installations parce que c'était comme ça. Hein. Et puis, j'ai construit une cave de vinification. Et là, j'ai tout adapté à ma force, à mes petits muscles. C'est-à-dire que j'ai acheté les cuves, j'ai pris des cuves en inox parce que c'était facile pour moi, alors qu'avant c'était du béton et c'était du bois, c'était des foudres. C'était difficile à travailler. Et j'ai tout adapté à mes petits muscles. Et tout, les pompes, j'ai tout choisi en fonction de mes capacités physiques. Quand je travaillais dans cette cave, dans la vieille cave de mon père, je me suis pris le jus, j'ai cru que j'allais y rester. Un jour, je prends le câble, 380 volts, je peux vous dire que j'ai cru que mon dernier jour était arrivé. Je suis descendu dans les cuves souterraines, il y avait du gaz carbonique, c'est pareil. C'est-à-dire toutes les choses qu'il ne faut jamais faire. Et puis, je suis aussi... qu'est-ce que j'ai fait ? Un jour, quand on a des foudres, vous savez, des foudres, c'est des grandes cuves en bois qui font 20 000 litres. Et quand on les travaille, on met du soufre pour les désinfecter. Et évidemment, j'ai fait ça et puis je monte. J'avais oublié de fermer la trappe au-dessus des foudres. Je monte. J'avais oublié que je me prenais le soufre plein de la figure. Et c'est suffocant. C'est très difficile. Et juste pour la petite histoire, la pénibilité, j'ai eu 2 enfants. J'ai fait mes vendanges, mes vinifications, pareil. Et chaque fois, j'ai accouché 1 mois avant. Voilà, bon, c'était pas mal aussi. Oui, sur ce thème de la pénibilité, moi, il me paraît central parce qu'on confond souvent le développement de la force physique avec la pénibilité de métier. En fait, par exemple, quand historiquement, les femmes dans les vignes ne taillaient pas et ramassaient les sarments. En fait, c'est beaucoup plus difficile, si vous avez fait les deux, de ramasser les sarments toute une journée que de tailler. C'est beaucoup moins intéressant en plus. Si on prend les vendanges, par exemple, le travail de la coupeuse, qu'on appelait coupeur, mais en fait qui était à 80% des femmes et des personnes plus âgées, était... pour l'avoir fait moi-même, sans être un géant, c'était beaucoup plus pénible au cours de la journée que d'être porteur, c'est-à-dire de porter la hotte. Bon, et alors que la rémunération était beaucoup plus considérable pour le porteur que pour les coupeuses. Donc, l'homme a naturellement une force physique en moyenne, supérieure à celle de la femme moyenne. Mais la pénibilité, donc du coup, il ne faut pas croire qu'historiquement, on a économisé aux femmes les travaux pénibles dans les vignes. On ne les a pas économisés, pas plus que dans d'autres secteurs d'activité. Hein. C'était pareil dans le textile ou bien ailleurs. Hein. Je suis entièrement d'accord. En général, moi je trouve qu'on a laissé les métiers les plus pénibles physiquement aux femmes. Et les hommes... Ils étaient agents de maîtrise, ils avaient des qualifications supérieures, ils surveillaient, mais c'était toujours les femmes qui se tapaient le travail le plus ingrat. Vous êtes d'accord avec ça, mesdames ? Et dans le public, donc du coup, là, on a abordé un petit peu les différents métiers d'œnologie. Je crois qu'on a une œnologue avec nous. Vous vouliez peut-être apporter un complément sur... Alors, en quoi consiste ce métier ? Quelles sont les différentes branches qu'il y a ? Et les difficultés qui ont été décrites, est-ce que vous les partagez également ? Pouvez-vous vous présenter avant de répondre, s'il vous plaît ?
Je crois qu'il n'y a rien à faire. Oui, bonjour. Je m'appelle Chun Tao. Donc, je suis d'origine chinoise et je suis œnologue. Donc, j'ai suivi une formation d'œnologie à Toulouse. Donc, le métier d'œnologue, comme François a dit, donc, ça consiste de transformer les raisins de la vigne qu'on a récoltés de la vigne jusqu'à la bouteille. Donc, il y a dans des différentes parties de travail. Donc, il y a le travail à la vigne, on appelle ça la viticulture. Donc, et il y a le travail dans la cave, la vinification. Et puis après, il y a l'élevage du vin et l'embouteillage et la commercialisation. Donc, quelle est la plus grosse difficulté que vous avez eu à rencontrer dans ce travail-là? Et est-ce que c'était particulièrement lié à votre statut de femme ou pas du tout? Moi, je suis œnologue, mais je travaille dans la partie commercialisation et le conseil. Donc, mon travail consiste à donner les conseils aux vignerons et vigneronnes et d'accompagner les vignerons d'aller sur les marchés internationaux et d'adapter leur vin au goût des différents marchés. Voilà. Donc, le plus difficile, je dirais que, à cause de mon travail, j'ai beaucoup d'occasions d'assister de différentes dégustations officielles, des concours, des syndicats, etc. Mais comme c'est un métier plutôt masculin, donc parfois on a une équipe de dégustateurs composée d'une seule femme que moi et d'origine étrangère. En plus, oui. Donc, il est très difficile d'imposer son avis. Et donc, justement, ça nous amène à faire une petite escapade parce que le vin français, ça nous fait voyager aussi. Et est-ce que vous constatez aussi les mêmes difficultés par rapport à la Chine? Est-ce que vous êtes d'origine chinoise, j'imagine? Oui. Est-ce qu'il y a aussi cette différence pour les femmes qui veulent travailler dans la filière vigne et vin en Chine? C'est ça, oui, dans la filière de vin, même en Chine, il y a beaucoup d'hommes. Donc, mais ce qui est plaisant, c'est que avec le temps, parce que je suis dans le métier depuis une dizaine d'années, plus de 10 ans, 15 ans, donc je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à ce métier. Donc, par exemple, quand j'ai fait la formation de œnologue, on était 4 filles sur une trentaine d'élèves, d'étudiants. Et puis maintenant, ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de filles dans une classe d'œnologie, d'apprentissage d'œnologie. Donc, ce qui est très, très intéressant. Et puis, en Chine aussi, il y a de plus en plus de vigneronnes. Donc des filles qui se mettent à produire les vins en Chine. Merci pour ce témoignage. Alors il y a d'autres métiers dans la filière, donc de caviste à sommelière. Donc qui souhaite parler d'abord de son métier? Tiffaine, Annie-Françoise? On finira par la recherche après. Oui, bonsoir. Oui, donc je suis maître sommelier et les maîtres sommeliers, il y en a 320 en France et on n'est que 10% en tant que femmes. Et au niveau des formations de sommellerie, il y a 40 écoles et on forme que 260 élèves par an. Donc c'est vrai qu'au niveau des sommeliers, il n'y a encore pas trop de femmes puisque le maximum c'est 20%. Alors, en quoi ça consiste, ce métier? Donc, on voulait aussi parler de la différence entre l'énologue et le sommelier. Vous avez bien compris qu'il y avait une grosse différence puisque l'énologue, c'est le scientifique et le sommelier, il passe par la formation hôtelière et ensuite, il fait une mention complémentaire et il peut continuer avec un brevet professionnel. Donc, on passe par le service en salle et notre rôle, c'est vraiment de faire les accords mets et vins, la gestion de la cave,
d'écouter le client. C'est assez difficile ce message à faire passer, surtout auprès des jeunes garçons, parce qu'ils auraient plutôt tendance à exposer leur science au lieu d'écouter le client, alors que c'est très important d'écouter le client. Donc le rôle de sommelier, c'est assez exceptionnel. Et évidemment qu'on peut aussi devenir caviste, puisque Tiffaine, je l'ai connue dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a fait sa formation à Grenoble, et elle est maintenant caviste, sommelier, et comme tu le disais, tu enseignes aussi. Moi, j'ai fini mon parcours dans l'enseignement. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait le tour du monde, j'enseigne encore sur l'île de la Réunion, je pars à New York, au Brésil, un peu partout. Et c'est vrai que, en tant que professeur, j'ai fait mon chemin, j'en suis fière et je continue. Et j'ai eu la chance d'avoir un élève meilleur sommelier de France, j'ai un élève meilleur ouvrier de France, enfin ancien élève, et j'ai gardé contact avec tous ces jeunes. Et j'ai aussi beaucoup de filles, il y en a une qui devait être là ce soir parce qu'elle est en alternance à Carcassonne, et elle est de Grenoble, et elle est venue avec moi quand j'intervenais sur Sciences Po Grenoble, et elle a pris goût au vin, et elle est dans le vin puisqu'elle est dans l'alternance. À toi, Tiffaine. Donc moi, vous avez compris que j'étais sommelière à la base, donc de métier, et c'est là où j'ai connu Annie. Je dois dire qu'être sommelier, pour moi, c'est pas seulement servir le vin au restaurant, parce que sinon ça m'aurait pas trop intéressé, je vais pas vous mentir. Je préfère le boire en fait. Mais en l'occurrence, ce que je trouve intéressant dans notre métier, c'est qu'on est aussi là dans l'accompagnement, et quelque part on est là aussi pour planter des bonnes graines. Et je crois que ça c'est très très important, parce que c'est comme ça qu'on éduque les gens au bien déguster, bien boire, à apprécier le travail, donc le long travail du vigneron, et puis surtout respecter son sol. Et ça c'est aussi très important. Moi, je suis venue en fait en tant que sommelière à la base, donc dans la région. J'ai travaillé sur un domaine viticole, et c'est là où vraiment tout a pris son sens, parce que la sommellerie c'est joli, ça a des jolis mots. D'ailleurs, quand je fais des ateliers aujourd'hui, désolée Annie, tu vas peut-être m'en vouloir de dire ça, mais aujourd'hui en France il y a quand même beaucoup de snobisme autour du vin, et du coup pour moi le vin ça devait être ni pompeux ni chiant, ça devait être ludique et plutôt chouette, et surtout être dans la transmission et dans le partage. Et donc du coup petit à petit j'ai donc appris sur ce domaine viticole, et en fait j'ai appris donc à vinifier, j'ai appris à respecter le travail du vigneron, à comprendre vraiment l'immensité du travail qu'il y a derrière une bouteille, et du coup j'ai eu envie de le transmettre. Donc c'est comme ça que j'ai d'abord commencé en tant que formatrice. Le métier de formateur, je pense que de toute façon on y vient tous, parce que quand on aime ce qu'on fait, on a envie de le partager. Mais de fil en aiguille, confinement faisant, j'ai eu surtout envie de continuer de partager, et je me suis dit que les gens aujourd'hui avaient du mal à accéder au vin autrement que par les grands réseaux, et même s'ils sont importants, ces grands réseaux de distribution, ça me paraissait primordial de donner accès à des petits vignerons. Quand je dis petits, c'est pas par leur noblesse, mais bien sûr par leur taille en termes d'hectares et d'exploitation. Et donc du coup, c'était important de donner accès à tout ça, et puis de faire un petit peu le liant, le pont qui était, parce que vous l'avez vu, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, à mon avis, ils arrivent à peine à savoir qu'en fait un vin rouge, ça se fait pas avec du raisin qui a la pulpe rouge, hein. Donc c'est quand même très important. Et donc du coup, voilà. Et finalement, j'ai décidé d'ouvrir cette petite cave pour transmettre toujours et accompagner les gens. Le métier de caviste, au début, c'était pas du tout le métier qui me passionnait non plus, parce que moi, je voulais vraiment rester dans la formation. Le fait est que quand on est caviste, on se rend pas compte, mais il y a aussi une grosse pénibilité. La pénibilité, c'est déjà donc elle est déjà forcément dans la partie économique. Mais elle est aussi surtout dans la partie physique, la partie logistique. Pour l'anecdote, et c'est là où Françoise va rire, je pense, moi aussi j'ai accouché un mois avant, mais parce que en fait je suis tombée enceinte le jour de la signature du bail. D'ailleurs ma propriétaire est ici, Madame Maléus. Et donc quand j'ai commencé, heureusement j'ai eu droit à un apprenti qui m'a aidée, mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment un port de charge, une pénibilité au quotidien, une fatigue aussi, et donc en fait on oublie certaines fois que les métiers autour du vin sont des métiers passion, des métiers d'engagement, et donc même quand on est dans la partie scientifique, ça demande finalement beaucoup d'énergie. C'est très énergivore.
Et voilà. Donc voilà pour le métier de caviste aujourd'hui. Voilà, c'est pas juste vendre des bouteilles, c'est aussi vraiment vous accompagner dans la dégustation. Merci pour ces témoignages que je trouve vraiment très intéressants. Alors le vin, c'est pas juste un sujet de gastronomie. On est ici dans une unité expérimentale, le domaine de Pêche Rouge. Le vin, c'est aussi un sujet de recherche. Et avec nous pour en discuter, Cécile Leborgne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quoi tu travailles et pour toi, qu'est-ce que c'est que ce sujet de recherche par rapport à tout ce qui vient d'être échangé là ? Oui, bien sûr. Alors, je travaille du coup plutôt sur la partie. Je suis chimiste, en fait, de base. On va parler. On peut analyser en chimie, on va analyser tout et n'importe quoi. Je pourrais travailler dans n'importe quel domaine. Voilà. Mais au début de mes études, on m'a dit qu'il y avait 2 secteurs en France qui rapportaient de l'argent et qui étaient dynamiques. C'était l'aérospatial, ça me plaisait moyennement, et le vin. Et là, je me suis dit, ok, bingo. On y va. Et donc, j'ai commencé mes études là-dedans et j'ai fini. Donc, j'ai fait un master à Bordeaux, j'ai fait une thèse à Montpellier, un doctorat sur la couleur des vins rosés avec les vignerons de Provence. Et j'ai obtenu donc un poste ici à Pêche Rouge en septembre de l'année dernière. Donc, c'est tout frais. Et donc, je travaille avec les différentes parties du domaine, c'est-à-dire les gens qui vont travailler plutôt sur la partie viticulture. Donc, actuellement, dans la recherche, les leviers, on va essayer de trouver des nouvelles variétés. Des variétés qui vont être résistantes à certaines maladies, pour nous éviter d'utiliser des produits phytosanitaires par exemple, ou on va sélectionner des variétés qui vont résister à la sécheresse, aux conditions hydriques défavorables actuellement et qui ne vont pas aller en s'arrangeant. Donc je vais travailler avec donc les gens qui font ces sélections et moi je vais aller analyser le raisin qu'ils produisent derrière. Et l'objectif quand même c'est qu'ils sélectionnent des variétés qui soient résistantes, certes, mais qui fassent aussi derrière du bon vin, parce que parfois ils vont sélectionner des variétés qui sont très résistantes, mais derrière le vin est relativement, on peut le dire, dégueulasse. Et donc c'est pour ça qu'on va continuer justement la recherche sur toute la partie de vinification derrière, où on va aussi continuer à faire des analyses. Donc moi je vais faire des analyses sur le mou, avant fermentation alcoolique, comme vous ont parlé donc les filles, après la fermentation alcoolique, au moment de la fermentation malolactique, où on transforme l'acide malique en lactique, et après pendant l'élevage, pour voir ce qui va se passer en termes de goût, mais aussi en termes de couleur, en termes de structure du vin. Donc toutes les molécules en fait qui vont être dans le vin, je vais pouvoir aller les analyser une par une et voir quel a été l'impact par exemple d'un procédé, un nouveau procédé qu'on va essayer de tester, ou quelles sont les caractéristiques de ce nouveau cépage. On va dire, il va se rapprocher, par exemple, je vais trouver certaines molécules aromatiques et je vais dire, tiens, celui-là il est plutôt proche d'un Sauvignon. Celui-là, il va se rapprocher plutôt d'un autre cépage en termes aromatiques. Celui-là, en termes de couleur, on va aller plutôt sur de la Syrah, par exemple, ou on va aller plutôt sur un autre cépage qu'on va connaître. Et donc, c'est là où, en fait, la chimie et l'analyse va nous permettre de quantifier toutes les modifications qu'on apporte sur l'étape de vinification et essayer d'optimiser au mieux et de trouver les meilleurs moyens de faire les meilleurs vins avec forcément les attentes des consommateurs actuellement, c'est-à-dire la diminution des intrants, diminution en fait de toutes les choses qu'on va rajouter au vin, toutes les choses qu'on va rajouter à la vigne, donc tous les produits phytosanitaires, tout ce qu'on utilise, où on va essayer justement, le but c'est d'en utiliser le moins possible, sauf qu'actuellement on n'est pas forcément capable de le faire, voilà, techniquement. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore sur le vin, plein de choses qui restent encore à découvrir. Et ça, même si ça fait des milliers d'années qu'on vinifie, il y a quand même beaucoup de choses encore à découvrir. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille tous en fait à l'unité expérimentale de Pêche Rouge. Moi je m'occupe de la chimie, on est une équipe de 3. Mais c'est vrai qu'après derrière il va y avoir tous mes collègues qui travaillent sur la viticulture, tous ceux qui travaillent en cave avec les industriels de la filière pour aider à trouver des nouveaux procédés, des nouvelles machines qui vont pouvoir faciliter le travail des gens en chai directement, mais aussi améliorer la qualité des vins. Et on a vu sur les 30 dernières années, effectivement, le vin, la production et la consommation de vin a grandement diminué, mais la qualité du vin a augmenté. Les prix des vins ont augmenté aussi, forcément en lien avec la qualité. Et tout ça, c'est forcément lié à une réflexion qui a été faite en France et puis au niveau mondial globalement, pour essayer de mieux comprendre le vin, essayer de mieux le faire et de mieux adapter nos procédés œnologiques.
Et justement, la France se positionne comment par rapport à la production mondiale de vin? Est-ce qu'on est on est gros producteurs alors, et de en gros termes de consommateurs? valeur, voilà, en 2019, on a produit 4,2 milliards de litres de vin en France, ce qui représente 17% quand même de la production mondiale. Ça représente aussi 1680 piscines olympiques. J'ai fait le calcul. Et donc on se tire un peu la bourre avec l'Italie. En fait, on a un trio gagnant avec l'Italie, l'Espagne et la France. En général, en termes de valeur, donc de prix du vin, on va être toujours les premiers. Donc c'est nous qui vendons nos vins les plus chers, concrètement. Après, en termes de volume, entre l'Italie et la France, ça change d'une année à l'autre. Donc on n'est pas toujours les plus gros producteurs. Mais en tout cas, on les vend les plus chers. Alors, donc, on a vu là, Cécile, que c'était quand même parfois compliqué d'être une femme dans la filière vigne et vin, mais du coup, est-ce que dans le domaine de la recherche, toi, tu as aussi eu à batailler plus férocement qu'un gars par rapport à ta carrière? Ce qui est compliqué dans la carrière des femmes, je pense, dans la recherche, c'est que j'avais vu quelques chiffres. C'est vrai que sur toutes les études jusqu'au bac, de manière générale, les femmes ont plus de réussite que les hommes. On va dire qu'il y a 80% des femmes qui ont leur bac contre 70% des hommes. Donc la différence n'est pas énorme, mais il y a quand même plus de femmes. Et en fait, au fur et à mesure des études, il y a de moins en moins de femmes qui continuent. Elles vont abandonner au fur et à mesure. Et on est très peu de femmes en fait à aller jusqu'en master et surtout jusqu'en doctorat derrière. Et les femmes qui vont en doctorat, il y a beaucoup de femmes, en tout cas 80% des personnes qui abandonnent en thèse sont des femmes. Et Naël avait une réaction. Juste en complément de ce que dit Cécile, c'est vrai que ce soit pour l'enseignement agricole ou pour celui d'éducation nationale, mais on s'aperçoit qu'il y a toujours, encore aujourd'hui, chez les jeunes femmes, un phénomène d'autocensure sur lequel on travaille beaucoup, de façon à justement à leur donner de l'ambition et faire en sorte qu'elles aient des parcours à l'identique des jeunes garçons et de faire en sorte qu'elles puissent avoir les mêmes chances d'épanouissement professionnel. Et ça, c'est un véritable enjeu, je pense, de l'enseignement et de la formation aujourd'hui, effectivement. Oui, et il y a eu une pub il n'y a pas si longtemps que ça pour l'éducation nationale en disant qu'ils recrutaient. Et il y avait deux affiches, une avec une femme en disant qu'elle avait un métier qui la rendait heureuse grâce à l'éducation nationale. Et un homme à côté qui, lui, il n'était pas heureux, mais en tout cas, il avait un métier à la hauteur de ses compétences et de ses aptitudes. Voilà, et c'était la même campagne, c'était exactement la même chose et c'est fait par l'éducation nationale. Et c'était en 2018. Il y a du travail. Donc voilà, c'est... Et je suis heureuse dans mon métier, mais c'est aussi à la hauteur de mes compétences et de mes aptitudes. Donc il y a les deux. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes, je fais du mentorat. Et donc on mentore des jeunes femmes en doctorat et on essaye de les aider justement à ne pas abandonner, à continuer. Et en leur montrant que des femmes dans la recherche, ça existe, que c'est possible d'avoir des métiers derrière et qu'il faut juste se battre et qu'il faut avoir confiance en soi et vraiment avoir confiance en ses aptitudes et en ses compétences. Sur des postes égaux, avec des compétences égales, un homme va avoir plus tendance à y aller parce qu'il n'a rien à perdre et une femme ne va pas y aller parce qu'elle va se dire je suis pas à la hauteur. Et ça, c'est pas normal. Mais heureusement, quand même, il y a une solidarité et des associations de soutien qui émergent et qui sont quand même vraiment dans cette entraide. Donc en sciences, je crois que tu es dans une association qui s'appelle Femmes et Sciences. Pour la filière vigne et vin, c'est l'association Vinifille. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Alors, nous, donc, l'association Femmes et Sciences, il y a beaucoup... c'est au niveau national, il y a beaucoup de levées d'action. Moi, je participe au mentorat, mais il y a aussi des tables rondes, des témoignages. Ils font aussi des interventions dans les milieux scolaires, donc plutôt dans les collèges et dans les lycées, pour essayer de promouvoir en fait d'encourager les femmes à continuer en fait leurs études et à leur montrer que c'est possible et qu'il y a des femmes qui y arrivent et donc montrer un peu l'exemple parce que c'est vrai que souvent aussi moi je me souviens de quand j'étais jeune au collège et au lycée, j'ai rarement eu des femmes qui sont venues me parler de leur métier dans la recherche, même de leur métier tout court. J'ai plutôt eu des interventions d'hommes sur la vie professionnelle et les métiers plus tard.
Et ça, je pense que ça manque. Et donc, Femmes et Sciences travaille beaucoup là-dessus. Oui, moi je pense que l'éducation des filles, des femmes est fondamentale, de toute façon. Et ça, c'est la liberté de l'individu s'acquiert aussi parce qu'on a de l'éducation et on apprend des choses. Les Vinifilles, c'est une association de femmes vigneronnes Languedoc-Roussillon. C'est-à-dire que nous allons de Nîmes, Alès, Nîmes jusqu'à Collioure. Nous sommes 20 femmes, chefs d'exploitation, je précise, nous avons des actions communes. À l'origine, on a monté ça il y a un peu plus de 10 ans. L'origine était technique, c'est-à-dire que ça nous permettait de discuter entre nous de problèmes techniques. Un exemple, quand on passe en culture biologique de façon officielle en 2010, j'ai des problèmes d'oïdium sur mes vignes, sur mes carignans. Le carignan est un cépage autochtone, qui vient plutôt d'Espagne et qui est très sensible à l'oïdium. Et j'avais un problème dessus, j'avais beaucoup d'oïdium et je ne savais pas comment m'en sortir. À ce moment-là, l'industrie qui travaille sur la vigne, c'est-à-dire tous les marchands de produits, étaient incapables de m'aider parce que tout le monde vendait des produits chimiques et que la bio faisait gausser beaucoup de personnes encore. Et c'est grâce aux filles, grâce à mes copines et grâce à mes amis que j'ai trouvé une solution. Il y en a une qui me dit « mais essaye ça, tu vas voir ». Et donc je l'ai essayé, ça fonctionne. Et j'ai perdu la récolte en 2011, mais en 2012 on a sauvé la récolte. Voilà. Et ça c'est vraiment important. Vous n'imaginez pas à quel point la misogynie existe dans le milieu viticole languedocien. Je parle de ce que je connais, je ne parle pas des autres régions parce que je ne les connais pas suffisamment. Mais quand on a monté notre association, beaucoup de vignerons se sont gaussés, se sont moqués, sont permis des propos parfois diffamants. Mais c'est pas grave, on est habitué et on s'en moque un petit peu. Et maintenant, nous, ça fonctionne bien, notre association fonctionne bien. Nous avons des actions éducatives, nous avons des actions commerciales. Nous faisons chaque année, par exemple, nous invitons les sommeliers, les jeunes sommeliers, c'est-à-dire qu'on leur paye le voyage pour venir et on fait un petit salon, on se retrouve entre nous et on leur fait un petit salon, un mini salon rien que pour eux, sur toutes les écoles de sommellerie Languedoc-Roussillon qui veulent venir. Et nous prenons tout à notre charge. Voilà. Nous avons des actions comme ça. Et ensuite, il y a donc notre association fait partie d'une association nationale des femmes du vin. Ça veut dire que toutes les régions viticoles actuellement ont une association des femmes du vin. Et on a énormément de plaisir à se retrouver parce qu'on échange professionnellement et ensuite on fait la fête. On a du plaisir à se retrouver, on boit des coups. Oui, moi je voulais compléter là, et prendre la balle au bon à propos de cet échange et ce rôle finalement du collectif et de la solidarité qu'il peut y avoir. Et bon, Françoise a rappelé que effectivement Vinifilles, ce sont des chefs d'exploitation. Moi, ce qui m'a frappé dans mon travail, donc que j'ai pu faire par enquête aussi auprès d'exploitantes ou de non-exploitantes ou de salariés, c'est l'isolement de certaines salariés, quoi. Parce qu'autant effectivement il y a ce côté associatif, parfois même informel qui existe pour les chefs d'exploitation, les chefs d'exploitation, autant les femmes salariées que j'ai pu rencontrer, les femmes qui n'ont pas de qualification, celles qu'on trouve dans les vignes pour faire la taille en verre, pour faire ou aux tables de tri, des fois à l'entrée des chais, que j'ai pu rencontrer dans ces conditions-là. Il y a une désyndicalisation totale. Il y a 100 ans, il y avait des syndicats dans la viticulture, il y avait des rapports de force, il y avait des grèves, on négociait, on avait des augmentations de salaire, on n'en avait pas, etc. Mais il y avait une organisation ouvrière finalement, une organisation salariée. Là, ça a disparu complètement
Et donc, les hommes en pâtissent, bien sûr, les ouvriers agricoles, mais je pense que c'est beaucoup plus net encore pour les femmes, parce qu'en plus, elles sont souvent employées de manière intermittente au long de l'année. Elles essayent de coupler ça, pour celles qui sont en famille monoparentale, avec les sorties d'école, dont elles travaillent des fois à prix fait, à forfait, pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école. J'ai trouvé des femmes qui ne savaient pas ce que c'était une convention collective, par exemple. Il y a un problème là d'une asymétrie, finalement, entre la capacité des chefs d'exploitation à travailler ensemble et à profiter de ce collectif, et l'isolement de certaines des femmes salariées qui sont au bas de l'échelle. Là, on n'est pas du tout dans les niveaux de formation de l'agro. Hein. Merci. Y a-t-il une réaction ou des questions ? Merci. Je voulais apporter un témoignage sur la place des femmes dans un domaine un peu particulier, ayant trait au vin, ce sont les confréries. Je fais partie du consulat de Septimanie, qui a été relancé à Narbonne en 1963. Au départ, ce n'était que des hommes. Et à force de se battre, sont venues les femmes d'eux. C'était les femmes de ces messieurs. Et de plus en plus, il y a des femmes complètement indépendantes qui ne sont ni femmes d'eux, ni... Et dans certaines confréries, on voit arriver des femmes qui deviennent grands maîtres. Certaines confréries bachiques. Ce n'est pas la majorité, loin s'en faut, mais comme les femmes sont assez pugnaces et investies, et que dans ce domaine un peu vieillissant, des femmes dynamiques, ça relance un peu l'activité. Je trouve que il y a une évolution un peu intéressante. Mais au départ, c'était très macho. Je suis d'accord sur le côté macho. Merci pour ce témoignage. Il va être temps de conclure. Alors, je vais demander... Oui, Annie, vas-y. Je veux bien parler des Corses, même si on est à Narbonne. Parce que, pour revenir à vos propos, en fait, les vignerons corses, les pères, croyaient bien faire en offrant les vignes aux fils. Et ils ont offert les friches aux filles. Et les filles sont millionnaires et les garçons galèrent. Bonne soirée. Qui souhaite dire un petit mot pour conclure ? Un autre... Donc, je vous remercie de votre attention. Si, moi, je voulais juste dire pour conclure. Excuse-moi. Je trouve que, vous avez vu là, autour de la table, il y a beaucoup de nombreux métiers qui sont représentés. Ça veut dire que la viticulture est riche et que la solidarité féminine est fondamentale. Nous ne sommes pas opposés ou rivales comme des fois on l'a souvent expliqué. C'est pas vrai, on peut être amis, solidaires et se soutenir. Et puis, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il faut être toujours en résistance. Il ne faut jamais accepter pour acquis ce qu'on veut vous dire ou ce qu'on veut vous faire penser. Il faut être toujours en résistance. Moi, je voudrais juste rebondir sur tout à l'heure, Mina, en présentant un sujet. Tu as dit qu'il y avait peut-être, vu que c'est pas ton univers, qu'il y avait peut-être une grosse différence aussi dans le goût des vins et dans la vinification d'une femme ou d'un homme. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de venir déguster des vins de femmes, puisque j'ai sélectionné uniquement des vins de vigneronnes, et vous allez voir que ça peut être des vins hyper puissants, comme ça peut être des vins très délicats, mais en tout cas, tous, elles sont hors pair, quoi. Ça sera une très belle conclusion. Donc, je vous invite à aller déguster les différents vins qui vous sont proposés ce soir.